À la une de ce journal, le président de la République ratifie les lauréats du prix du président de la République pour les sciences. Le Premier ministre se rend à Saint-Pétersbourg pour prendre part au sommet Russie-Afrique et au deuxième forum économique et social. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Les lauréats du prix du président de la République pour les sciences à l'honneur cet après-midi au Palais des Congrès. Revenu hier soir de Rome, le président de la République, Mohamed Cheikh Ghazouani, a présidé la cérémonie de remise des prix aux lauréats de cette 7e compétition scientifique. Le prix du président de la République pour les sciences institué en 2017 est décerné chaque année à 39 élèves. Bokar Bailaba revient sur les temps forts de cette cérémonie. Grande cérémonie à l'honneur des élèves qui se sont illustrés lors du concours national des Olympiades et du Rallye des sciences 2023. Une cérémonie solennelle supervisée par le président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, au Palais de Congrès de Nouakchott. Et à cette occasion, le président de la République a remis les prix des sciences et des Olympiades des lauréats des équipes de l'ensemble des établissements en compétition. Le prix du président de la République pour les sciences a été créé pour rehausser le niveau de l'éducation en vue de favoriser la formation de cadres aptes à répondre aux besoins du marché de l'emploi et à redorer le blason du secteur de l'enseignement en renforçant sa contribution aux efforts du développement. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mokhtar Ould Dahi, a remis les prix des lauréats qui se sont illustrés durant la compétition. Prenant la parole à cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mokhtar Ould Dahi, a inscrit la cérémonie dans le cadre du processus de découverte de jeunes talents et de l'élite scientifique. Il a précisé que l'institution de ce prix dénote de l'intérêt qu'accorde le président de la République au développement du capital humain par le renforcement scientifique de notre système pédagogique et l'élargissement des aptitudes scientifiques et techniques des élèves. Il a en outre salué le dynamisme, le dévouement et le sacrifice qui a marqué l'action de la famille scolaire dans son effort d'éducation indispensable pour la marche de développement. Et il a réitéré que son département s'attelle à instruire des générations capables à exploiter convenablement les perspectives économiques et industrielles porteuses qui se dessinent devant notre pays. S'exprimant au nom des élèves, Mohamed Ahmed Lemine Taleb Ahmed a exprimé toute sa gratitude au président de la République pour l'intérêt qu'il accorde à l'éducation et à l'enseignement. Pour sa part, le porte-parole des professeurs de disciplines scientifiques, Mahfoud Ahmed Mahmou, a indiqué que ce prix constitue un bond qualitatif dans le développement de l'enseignement scientifique en Mauritanie et il a remercié le président de la République pour l'institution de ce prix de nature à encourager des lauréats des matières scientifiques et d'inciter les élèves à la concurrence dans un concours ouvert à l'échelle nationale. La cérémonie s'est déroulée en présence de hautes autorités de l'État, des membres du corps diplomatique, de représentants d'organismes et directeurs des établissements d'enseignement dont les élèves ont remporté les prix de ce concours national. Le Premier ministre est en route pour Saint-Pétersbourg, la ville russe qui abritera les 27 et 28 juillet le sommet Russie-Afrique et le deuxième forum économique et social. Mohamed Bilal Messoud a quitté Nouakchott ce mardi à la tête d'une importante délégation. Il a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott, aussi par des membres du gouvernement.
Je vous le disais dans les titres, l'Assemblée nationale réunie ce matin en plénière a adopté le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2023. Le projet de loi de finances révisé de cette année intervient pour prendre en compte des évolutions économiques et financières nationales et internationales intervenues au cours de l'exécution de la loi de finances initiale. Mohamed Khattab. C'est une séance plénière tenue ce matin à Nouakchott sous la présidence de M. Mohamed Babo Meguet, président de l'Assemblée nationale, entièrement dédiée à la discussion et l'approbation du projet de loi de finances rectificative pour l'année 2023. Le projet de loi de finances révisé de cette année intervient pour prendre en compte des évolutions économiques et financières nationales et internationales intervenues au cours de l'exécution de la loi de finances initiale et aussi la nécessité de prendre en compte les nouvelles mesures et engagements inscrits dans le programme économique et financier 2023-2025, appuyé par la facilité de crédit élargie et le mécanisme élargi de crédit du Fonds monétaire international. Lors de leurs interventions, les députés ont apprécié le niveau du projet de loi qui vient préciser le rythme d'exécution du budget au cours du premier trimestre de l'année, soulignant la nécessité de lutter contre la corruption et de revoir la méthode d'ouverture du système Rachad. Les députés ont mis en relief l'importance de prendre soin des citoyens, en particulier des classes vulnérables, à travers l'augmentation et la diversification des programmes sociaux, soulignant la nécessité de baisser le prix du carburant pour accompagner l'évolution du marché mondial. Ils ont salué l'augmentation des salaires des employés à l'occasion du 62e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Les députés se sont interrogés aussi sur l'impact des exonérations fiscales dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine de l'agriculture, soulignant la nécessité de prendre soin des petits agriculteurs et de financer les petits et moyens projets dans le domaine de l'agriculture afin d'atteindre l'autosuffisance dans le domaine agricole. Il est à préciser que lors de son intervention devant les députés, le ministre des Finances, M. Selmou Mbadi, a indiqué que la révision des prévisions budgétaires trouve sa justification fondamentalement dans, entre autres, la modification du régime fiscal avec la proposition de la révision des articles 59, 230, 293 du Code général des impôts, avec l'obligation de la déclaration en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés pour celles qui profitent des exonérations fiscales. Ainsi se présente les grandes masses de ce budget comparativement avec la loi de finances initiale de l'année 2023. Les recettes fiscales ont diminué d'un montant de 183 170 170 MRU. Les recettes non fiscales ont enregistré également une régression de 6 milliards 405 845 821 MRU, impactée particulièrement par la régression des recettes des crédits non ventilés, des impôts des établissements publics et de la baisse remarquée des recettes de la pêche. Les recettes en capital ont conservé le même niveau initialement prévu. Au niveau des dépenses, la masse salariale a augmenté d'un montant de 2 580 millions MRI. Le niveau des biens et services n'a pas changé. Les transferts courants ont diminué d'un montant de 1 431 millions MRI. Les intérêts de la dette publique ont augmenté d'un montant de 88 376 906 MRI. Les réserves communes ont diminué de 1 200 millions MRI. La rubrique des dépenses d'investissement a enregistré une régression d'un montant de 5 101 millions MRI. Les dépenses des comptes spéciaux ont conservé le même niveau. Ainsi, l'Assemblée nationale a adopté la loi de finances rectificative pour l'année 2023, le budget de fonctionnement et le budget d'investissement, dont le montant des ressources s'élève à 95 519 937 463 ouguiya MRI et celui des charges à 106 361 221 354 ouguiya MRI. La commission des finances de l'Assemblée nationale a tenu aujourd'hui une réunion consacrée à l'examen du projet de loi portant règlement définitif du budget de l'État pour l'année 2021. La commission a suivi un exposé présenté par le ministre des Finances, centré sur les grands axes de ce budget et les changements intervenus dans les chapitres du budget rectificatif pour l'année 2021.
Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime et son homologue sénégalais ont paraphé ce mardi à Nouakchott un nouveau protocole d'application de la Convention de partenariat en matière de pêche et d'aquaculture. Le nouveau accord, ou du moins le nouvel accord, donne aux pêcheurs sénégalais un quota de 50 000 tonnes de poissons par an, assujettis à d'autres conditions. Amina Mthlil. Conclu pour une durée d'une année renouvelable, le présent accord définit les modalités pratiques de la mise en œuvre de la coopération dans le domaine de la pêche artisanale et vise à favoriser un partenariat de nature à préserver les intérêts des deux parties. Selon le protocole, notre pays accorde un quota de 50 000 tonnes par an destiné au marché sénégalais à travers l'autorisation accordée à 500 embarcations pour les espèces pélagiques, à l'exception du mulet jaune et de la courbine. L'accord stipule également que 30 embarcations de cette flotte doivent débarquer obligatoirement en Mauritanie sans que ces quantités soient comptabilisées dans le quota attribué. Le protocole prévoit également d'autres dispositions concernant la pêche continentale, l'arrêt biologique, la formation, notamment en pisciculture, et surtout l'engagement des deux parties à respecter les dispositions du présent protocole. C'est un événement important, c'est un événement heureux par lequel nous venons de renouveler la confiance qui a toujours régné dans nos rapports, l'estime et le respect réciproque qui ont toujours guidé tout ce que nous avons entrepris jusque-là. Nous ne perdons pas de vue les lendemains heureux, j'allais dire le destin commun entre la Mauritanie et le Sénégal qui s'apprête à exploiter en commun, d'un commun accord, les richesses, les importantes richesses gazières entre nos deux pays. Donc encore une fois, merci pour l'ouverture d'esprit, merci pour tous ceux qui ont contribué, naturellement nos deux équipes, nos deux administrations, nos deux cabinets, mais également nos partenaires, les opérateurs économiques, les pêcheurs, les mareyeurs, tous ceux qui travaillent dans le cadre des pêches et donc du développement et de la promotion de l'économie maritime. La signature du présent protocole concrétise les orientations clairvoyantes des deux chefs d'État, renouvelle la confiance dans le domaine entre les deux parties et renforce les liens séculaires entre les deux peuples frères. Ce protocole, issu de la générosité, l'esprit de solidarité, mais aussi l'osmose qui existe entre nos deux présidents, le président Ghazouani et le président Macky Sall, pour pouvoir permettre à vos frères sénégalais de l'autre côté de la rive de venir exercer leur métier sur le territoire mauritanien avec ce quota que vous avez attribué à nos pêcheurs sénégalais. Ceci me pousse à exhorter la partie sénégalaise bénéficiaires de cette solidarité, de respecter scrupuleusement l'ensemble de leurs obligations, l'ensemble de leurs responsabilités contractuelles, pour qu'à l'évaluation de ce protocole, dans un an, qu'on pourrait avoir zéro défaite, zéro défaut. Ceci permettra à la délégation sénégalaise de prouver encore que nous incarnons la conscience morale du bien commun. Il est à noter que le ministère mauritanien des Pêches et de l'Économie maritime a exhorté les parties concernées à respecter scrupuleusement l'ensemble des obligations et des responsabilités figurant sur le protocole afin d'éviter les manquements au terme de l'accord préalablement signé. L'actualité à l'intérieur nous amène dans les capitales de la Sabah et d'Ibrakna, dans lesquelles la commissaire à la sécurité alimentaire, Fatimatou Mtratri, a lancé des projets d'appui au développement à la base et posé la première pierre pour la construction de magasins de stockage.
Mohamed Khattat. Au cours de la visite qu'elle entame dans la wilaya de la Saba, la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatimatoum Khatri, a tenu réunion en compagnie du Wali Moussa Ed, M. Ba Alioun Abdelrahman, avec les responsables des services régionaux, élargis aux élus locaux, au cours de laquelle elle a souligné l'intérêt accordé aux couches marginalisées. L'occasion pour elle de préciser que le CSA a mis en œuvre au cours des 4 dernières années un ensemble de programmes sociaux au profit des groupes vulnérables, conformément aux engagements du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, ajoutant que ce qui distingue ces années est l'augmentation constante du nombre de programmes destinés aux citoyens en termes de nombre de bénéficiaires, ainsi que la quantité et la qualité de ces avantages. Elle a souligné qu'avec une simple comparaison entre les 4 dernières années et celles qui l'ont précédé, il devient clair l'ampleur du saut qualitatif dont témoignent les programmes dirigés en faveur de ces groupes vulnérables, ajoutant que les directives du président sont fortes et claires dans la nécessité d'être proche des citoyens et d'être à leur côté. Donnant l'exemple des cash transferts, elle a indiqué que 16 milliards d'ouguiya ont été distribués ces 4 dernières années, contre 791 millions d'ouguiya au cours des 4 années précédant le mandat du président de la République. Pour les distributions de kits alimentaires, les interventions du commissariat à la sécurité alimentaire ont porté sur la distribution gratuite de 50 000 tonnes de vivres à des centaines de milliers de familles pauvres sur toute l'étendue du territoire national. Passé la réunion, la commissaire à la sécurité alimentaire s'est rendue au chantier du nouvel entrepôt en cours de construction à Kifa d'une capacité de stockage de 30 000 tonnes. Là, au kilomètre 15 sur la route Kifa-Ayoun, elle a visité le barrage construit par le CSA avant de se rendre au projet Touimer Tmarou, insistant auprès des agriculteurs sur la nécessité d'exploiter au mieux ces terres agricoles aménagées pour le développement local. Elle a également lancé plusieurs programmes générateurs de revenus pour lesquels les populations ont exprimé leur satisfaction. Ici, à Aleg, la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatimatoum Khatri, a lancé en compagnie du Wali du Brakna, M. Mohamed Ould Salik, 49 projets d'appui au développement à la base de la wilaya du Brakna qui profiteront à plusieurs localités de la région. Ces projets concernent le financement d'activités génératrices de revenus, la composante vivre contre travail, la réalisation de réseaux d'adduction d'eau potable, la distribution de motopompes, le financement de coopératives de production et la réhabilitation d'infrastructures agricoles et hydrauliques. Mme Fatimatoum Khatri a posé également la première pierre pour la construction d'un magasin de stockage à Aleg d'une capacité de 1000 tonnes et a visité la localité de Bougerie, relevant de la commune de Bogué, pour s'informer sur l'état d'avancement des travaux de construction d'un château d'eau réalisé pour le compte du commissariat à la sécurité alimentaire avant de se rendre dans une coopérative dans la localité de Taïb. Au cours d'une réunion avec les autorités administratives, les chefs de services régionaux et les élus, la commissaire à la sécurité alimentaire a souligné l'intérêt accordé aux couches marginalisées, a ajouté qu'une étude comparative a été faite comparant ce qui a été réalisé les 4 dernières années, dégageant en matière de distribution gratuite de vivres un bond de 17 000 tonnes à l'époque à 50 000 tonnes, les cash transferts de 791 millions à 16 milliards ces 4 dernières années, et que cela est également valable pour bien d'autres domaines, même au niveau des boutiques El-Amel. À Makta al-Ahjar, la délégation a visité les barrages de Khrize et Diot qui ont été rénovés par le CSA. Elle a aussi visité un réservoir d'eau pour les populations de Mbono-Djeri, relevant de la commune de Bogué. Tour à Nouakchott qui a abrité ce jour les travaux du forum de la première assemblée générale extraordinaire de l'Association des collectivités locales du groupe des 5 pays du Sahel en partenariat avec l'agence allemande de coopération internationale GIZ. L'objectif de ce forum de 3 jours est d'apporter les réformes nécessaires développées par l'association et de renforcer ses interventions. Bokar Bailaba. L'objectif du forum est d'adopter les réformes nécessaires développées par l'Association des collectivités locales du groupe du G5 Sahel et renforcer les interventions de l'association en tenant compte des décisions politiques des États membres. Et à l'ouverture des travaux du forum, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Mahfouz Brahim, a souligné les efforts déployés par la Mauritanie dans la paix, la sécurité et le développement du Sahel. Il a en outre mis en exergue le rôle important des collectivités locales
dans l'impulsion du développement durable au profit des populations sahéliennes. Ainsi, ce forum est un nouveau départ et un catalyseur pour l'association des collectivités locales du groupe du G5 Sahel en termes d'offres de services de base à même de répondre aux aspirations des populations du Sahel. Cette Assemblée générale extraordinaire de l'APL G5 Sahel doit être l'occasion d'un nouveau départ, l'impulsion de nouvelles dynamiques après plus d'une année de quasi-léthargie, suite à des événements politiques et géostratégiques qui auront affecté les G5 Sahel, notre partenaire stratégique avec qui nous partageons des affinités identitaires. C'est le lieu pour moi, chers collègues membres, de vous exprimer mes sentiments de profonde gratitude pour la solidarité, la compréhension et la patience, la confiance dont vous avez su faire preuve face à une telle adversité. Cette Assemblée générale extraordinaire va marquer un tournant décisif dans la vie de notre association, car en plus de la présence historique des représentants d'autres APL non membres, cette rencontre statutaire sera entre autres marquée par les faits majeurs suivants. Une restructuration, voire refondation statutaire afin d'adapter notre organisation à l'évolution de son environnement politique, institutionnel, sécuritaire, géostratégique. À son tour, la présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatimetou Mint Abdelmalik, présidente de l'Organisation des villes et gouvernements locaux d'Afrique, a indiqué que cette rencontre intervient dans une circonstance particulière dont les caractéristiques sont évidentes dans les différents défis auxquels la sous-région est confrontée. Elle a souligné la nécessité d'adopter une approche qui assure l'activation, la stabilisation et la pérennité de l'association et l'adoption d'objectifs de développement durable. Pour l'Agence allemande de coopération internationale, GIZ, il est nécessaire d'accélérer l'accès des populations aux services de base en coordination avec les autorités locales des pays du Sahel. L'organisation de cette Assemblée générale extraordinaire de l'Alliance APL arrive ainsi à un moment crucial face à la persistance des problèmes sécuritaires, mais avec beaucoup d'espoir et de nombreuses opportunités en s'appuyant sur la succession allemande à la présidence de l'Assemblée générale de l'Alliance Sahel. La coopération allemande, entre autres, à travers notre projet régional, en accord avec les programmes bilatéraux d'appui à la décentralisation, est prête de saisir cette opportunité pour, d'une part, accompagner la consolidation de l'Alliance des APL, d'autre part, offrir à l'Alliance des APL d'autres plateformes pour se positionner et de se faire entendre. Autre allocution, c'est celle faite par le maire de la commune de Tavrazaïna, Taleb Mahjoub, qui a affirmé que les collectivités territoriales sont considérées comme un acteur majeur de tout développement économique, indiquant que l'État mauritanien reste son soutien et un moteur de l'Alliance grâce au fort engagement dans le développement des pays sahéliens. Le forum est une occasion pour présenter le registre du commerce qui sera approuvé par l'autorité générale et étudiera le plan d'action pour l'année 2023, notamment les aspects liés à la campagne de mobilisation. Autre conclave, celui du comité technique chargé du suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale d'industrialisation en Mauritanie. La rencontre est organisée par le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, dont le secrétaire général a décliné les axes sur lesquels repose la stratégie. Eminam Thlil. Le démarrage des travaux du comité technique chargé du suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale d'industrialisation en Mauritanie a eu lieu sous la supervision du secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, M. Abdul Mamadou Bari, et a regroupé les différents acteurs du domaine de l'industrie en Mauritanie. La stratégie nationale d'industrialisation à l'horizon 2030 repose sur une vision qui vise à promouvoir une industrie nationale diversifiée, compétitive et durable, intégrée à l'économie nationale, respectueuse de l'environnement, promoteuse de la croissance, créatrice des emplois et la mise en œuvre d'emplois et à même de réaliser l'intégration entre les régions. Cette vision s'inscrit dans le cadre du programme élargi de la
du président de la République et dans la stratégie de croissance accélérée, de prospérité commune, SCAP. Elle s'harmonise avec les autres stratégies sectorielles ainsi qu'avec les objectifs du millénaire des Nations Unies et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Afin d'atteindre les objectifs fixés, 4 axes prioritaires ont été identifiés. Les capacités industrielles de l'élevage et des matériels associés, de la chasse et de l'agriculture. Développer les industries minières, celles des hydrocarbures et des énergies renouvelables. Le développement des industries pharmaceutiques et médicales. Développer l'économie numérique et l'innovation technologique. Il est à noter que le démarrage des travaux du présent comité exécutif chargé de préparer la stratégie nationale d'industrialisation vise à assurer l'atteinte des objectifs nationaux en matière d'industrialisation à l'horizon 2030. Des étudiants de licence et de master ont débuté aujourd'hui une formation dans le domaine des industries légères et des énergies renouvelables et à développer l'innovation qui y est associée. La formation est organisée par la Faculté des sciences et technologies de l'Université de Nouakchott en partenariat avec l'Organisation mondiale islamique pour l'éducation, la science et la culture. Bokar Bailaba. L'objectif de la rencontre est de former des étudiants de licence et de master dans le domaine des industries légères et des énergies renouvelables et développer l'innovation qui est associée. Et à cette occasion, le vice-président de l'Université de Nouakchott, Mohamed Vadel Deïda, a souligné les axes généraux de la session, précisant qu'il figure en tête des priorités des pouvoirs publics mauritaniens comme étant le meilleur moyen de parvenir à un développement durable et de sensibiliser sur la nécessité de rationaliser la consommation de sources d'énergie fossiles. Il a exprimé le vœu de voir les étudiants bénéficier de cette session et la coopération avec l'ISESCO se renforcer à l'avenir. De son côté, le secrétaire général de la Commission nationale de l'éducation, de la culture et des sciences, Mohamed Sidi Abdallah, a indiqué que l'innovation est un facteur clé du développement des industries et un outil pour mettre les productions de l'esprit humain au service de l'homme, ce qui offre au milieu de la recherche des espaces privilégiés pour connaître les contributions des participants afin de les expérimenter et de les engager. Ainsi, cette formation est de nature à fournir l'expertise nécessaire aux étudiants pour fabriquer des équipements en énergie renouvelable, développer leurs compétences industrielles et se familiariser avec l'innovation. Je dirais une petite parenthèse à l'endroit des responsables ou des ministères en charge de l'énergie, des autres départements impliqués dans ce secteur, où la Mauritanie s'est engagée à développer ces énergies renouvelables, que cela ne peut pas se faire sans une stratégie de développement de connaissances, de savoir et de savoir-faire. Et ce développement de connaissances, de savoir et de savoir-faire ne se fera en Mauritanie nulle part ailleurs qu'au niveau de la faculté des sciences et techniques, où nous avons déjà des unités de recherche, où on fait la formation primaire et la formation supérieure, j'allais dire tertiaire, c'est de la recherche. Donc, ce triptyque, on ne peut pas développer des entreprises de fabrication, des entreprises de production, si on ne s'inscrit pas dans une dynamique de développement des connaissances et des savoirs dans ce secteur-là. A noter que la faculté des sciences et techniques de Nouakchott est l'un des domaines les plus importants de l'innovation, en raison de sa spécialisation liée au domaine de la recherche scientifique. Mention spéciale aux lauréats des élèves de la wilaya de Nouakchott Nord dans les concours nationaux pour l'année scolaire 2022-2023. La Wali Tfeila Ment Mohamed a décerné aux 3 premiers de chaque concours ou examen des téléphones tablettes et des montants en espèces. Eminam Khalil. La wilaya de Nouakchott Nord a primé ses élèves lauréats dans les concours nationaux pour l'année scolaire 2022-2023. L'événement a donné lieu à une cérémonie de remise des prix aux 3 lauréats de chaque concours ou examen sous la supervision de Madame le Wali Tfaïda Mthad. Les prix en question comprennent des smartphones, tablettes et sommes d'argent liquide. À cette occasion, Madame le Wali a souligné que le positionnement des candidats de sa wilaya à la tête des listes d'élèves admis prouve que la réalisation des grands objectifs de l'éducation
l'éducation fixée par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, est à la portée de tous les Mauritaniens. Cela est, précise-t-elle, propulsé par la mise en place d'une école républicaine dans laquelle tous les enfants mauritaniens ont des chances égales et qui offre un environnement social et éducatif approprié, poursuit-elle. Elle a enfin exprimé son appréciation pour l'intensification et la coordination des efforts des staffs administratifs et pédagogiques du secteur de l'éducation, de l'association des parents d'élèves, des élèves et des organisations de la société civile qui ont parvenu à atteindre ensemble ces résultats honorables. Le Wadi de Nouakchott-Nord n'a pas manqué de rappeler à la fin de son intervention que l'enseignement de qualité reste le seul garant de l'adhésion de nos enfants aux valeurs de l'islam, de la tolérance et de l'attachement à la patrie. Cette année, Dieu merci, dit le directeur régional de l'éducation nationale, M. Mohamed Sadiq Ould-Taleb, a connu d'importants résultats pour les différents niveaux et différentes disciplines. Les taux de réussite varient entre 80 et 85 pour les concours d'entrée en première année du collège et avoisinent les 35% au baccalauréat, des résultats qui, dit-il, sont encourageants. Pour sa part, le maire de la commune de Toujounine, M. Ahmed Salem Ould-Vilali, a saisi cette occasion pour féliciter les élèves lauréats de sa commune et s'est dit, au nom des populations et du conseil municipal, les représentants, fiers de leurs efforts et résultats. L'association des parents d'élèves a, elle aussi, été présente pour célébrer l'excellence des élèves de la wilaya de Nouakchott-Nord. La cérémonie a également été l'occasion de louer les efforts fournis par le directeur du lycée d'excellence numéro 3 et ses staffs pédagogiques suite à la réussite de ses élèves à décrocher les premières places sur le plan national des disciplines scientifiques et mathématiques. Le rappel à présent donc des principaux titres de cette édition. Le président de la République gratifie les lauréats du prix du président de la République pour les sciences. Le Premier ministre se rend à Saint-Pétersbourg pour prendre part au sommet Russie-Afrique et au deuxième forum économique et social. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2023. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.